Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On a changé de micro, d'ordinateur à la dernière minute parce que je crois que ça grésillait. Donc, si ça grésille, envoyez un petit message dans le chat. Mais je crois que on a pu résoudre le problème. Alors, je m'appelle Philippe Béranger. Je suis le responsable de la communication du Comité national coordination action handicap. Et on est dans un nouveau temps qu'on a inventé au CCH qui s'appelle autour d'un café et qui est en fait issu de la crise Covid, parce qu'en fait, c'est des webinaires que l'on fait sur notre actualité et sur ce que l'on souhaite partager avec notre réseau. Et donc, aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un bouquin que tout le monde attendait impatiemment, qui s'appelle Les proches aidants pour les nuls. Alors, on est dans la cuisine du CCH. Je crois que vous voyez derrière moi la machine à café. Donc, on est vraiment, c'est comme si vous étiez au bureau avec moi. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance ici. Voilà, donc cette nouvelle édition des proches aidants, elle a mis, c'est un document qui a été assez long à refaire. Hein. La première édition date de 2017, je crois. Et en fait, on s'est aperçu récemment, enfin il y a encore à peu près un an, qu'il y avait eu une assez forte évolution. Alors bien sûr, de la législation, la réglementation, mais ça c'est peut-être un point moins important, mais que le thème lui-même avait évolué dans la société et que donc il était peut-être intéressant de parler d'en faire une nouvelle édition. Donc, on va en parler ce matin pendant une heure et quart. Voilà, chez vous, je vais laisser la parole à mon camarade Yad qui va vous présenter les aspects techniques du webinaire pour que tout le monde puisse partager et poser les questions s'il le souhaite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vais juste vous rappeler quelques règles, enfin en tout cas quelques mises au point techniques. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous n'avez pas de micro et vous êtes nombreux. Donc, vous pourrez poser vos questions via le chat et on y répondra. Enfin, on essaiera de répondre à un maximum de questions au cours du webinaire. Ça sera sûrement plus simple. Et dans le chat également, on vous partagera les diffusions de liens vers le site pour se procurer le livre, mais également les futures actualités du CCH. Ce sera ça surtout à la fin. Je rends la parole à Philippe. Je vous souhaite un très bon webinaire. On a la chance aujourd'hui d'être avec les auteurs des proches aidants pour les nuls, donc qui sont Marina Alroubaé et Jean Ruche. Alors, je vais quand même les présenter un petit peu parce que c'est un élément important de ce bouquin. Je ne sais pas si vous me donner mes petits papiers. Merci. Voilà. Ils sont des auteurs qui connaissent bien sûr très bien la question des aidants. Et du coup, c'est important de parler un petit peu d'eux parce que souvent, ils ne vont pas oser le faire. Mais j'ai trouvé ça dans le bouquin et ça donne une idée de qui ils sont. Jean Ruche, c'est le proche aidant de sa femme durant 25 ans, père de 2 garçons et soutenu par ses amis et sa famille. Il a traversé une année 2020 chaotique et le premier confinement lié à l'épidémie de Covid marque pour lui le début du reste de sa vie. Alors, c'est un peu mystérieux, il va peut-être nous expliquer. Et Marina Alrubaé, elle est aidante sans le savoir en accompagnant ses parents atteints de surdité. Elle connaît la langue des signes et leur sert d'interprète dans leur vie quotidienne. Jamais Marina ne s'est posé la question de la normalité de la situation qu'elle vivait et vit encore. Pour elle, être devenue leur interface est devenu une habitude, quelque chose de naturel. Donc, ce sont des aidants qui vont nous parler et qui ont écrit ce bouquin. Et c'est donc un élément important pour qu'on puisse échanger aujourd'hui. Quelques autres éléments. Alors, on va voir en fait dans le livre plusieurs éléments qui sont nouveaux. C'est que en termes de réécriture par rapport à la première édition, il y a entre un tiers et un quart de l'édition qui est nouvelle, enfin qui n'était pas présente dans l'ancienne édition, qui a été remplacée. Et puis il y a aussi des nouveaux chapitres qui ont été soit développés, soit complètement créés. Je pense au répit des aidants, à la place des jeunes aidants, et aussi un chapitre, alors qu'on appelle ici conciliation vie professionnelle et vie personnelle, mais en gros qui parle de la question des salariés aidants.
Alors, avant de donner la parole à Marina et Jean, quelques mots sur le CCH, très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais simplement rappeler qu'on est une association reconnue d'utilité publique qui fête ses 50 ans cette année et qui regroupe en fait les grands acteurs du handicap et des groupes de protection sociale et puis des mutuelles, entreprises et comités d'entreprise avec un objectif commun autour du CCH, c'est d'aider à l'amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Voilà, pour faire très simple. Et bon, on fait évidemment du projet, donc on est mécène de projet, on soutient également projets dans tous les domaines. On a aussi une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Human & Go, que vous connaissez peut-être. Et puis, on fait aussi de la formation et du conseil. Voilà, les acteurs avec lesquels on travaille, qui sont des noms connus, hein, la CNSA, Simplon, CNCPH, la NCV, etc., etc. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, par contre, sur la question des aidants, on a une certaine expérience, parce que c'est un sujet que l'on traite depuis assez longtemps. On a fait un colloque sur cette thématique-là au tout début des années 2000, donc c'est déjà assez ancien. Et on publie aussi des cahiers, qui sont des cahiers que vous trouvez sur notre site internet, qui sont gratuits. Vous pouvez aussi envoyer un mail si vous souhaitez, enfin, vous pouvez écrire dans le chat aujourd'hui pour qu'on puisse vous l'envoyer par courrier. On en a. Donc, on a écrit en 2016 sur la question des salariés aidants. C'est déjà une thématique qui nous tenait à cœur. Et puis, on a fait plus récemment avec l'association JAD un bouquin qui s'appelle Les jeunes aidants aujourd'hui en France, qui est un sujet un petit peu nouveau dans la question des aidants et je pense dont on pourra parler aussi avec Marina et Jean. Puis on fait aussi beaucoup en entreprise de formation et de conseil parce que c'est vrai que le milieu professionnel au sens large, on constate une grande demande sur ce sujet des aidants qui est assez intéressant et qui touche aussi bien le management, les directions des ressources humaines que les partenaires sociaux. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire ce matin. On va peut-être laisser la parole à mes amis Jean et Marina. Alors, ma première question, c'était, je ne sais pas qui va répondre, Marina ou Jean, peut-être Marina, hein, honneur aux dames. Pour quelle raison est-ce que vous avez accepté de vous remettre au travail et d'écrire cette seconde édition des Aidants pour les nuls? Du coup, Marina. Ouais, Marina, il faut que tu actives ton micro. Est-ce qu'on... Non, je crois qu'il n'est pas activé son micro. Je désactive vous m'entendez? C'est bon. Non, on y arrive. Pardon. Bonjour à tous. Donc, on en redonne, merci. Ça met un peu la pression pour commencer. Alors, pourquoi en fait accepter de me remettre au travail avec Jean? Tout simplement parce que j'ai une nécessité de reparler de ce sujet, parce que depuis 2017, il y a eu énormément d'évolutions. Mine de rien, sur le sujet des aidants notamment, parce que comme l'a évoqué Philippe, sur le répit des aidants, sur la conciliation vie pro-perso, sur le sujet des jeunes aidants. Il y avait aussi des dispositions législatives qui ont vu le jour, comme le congé proche aidant. Donc vraiment, il fallait qu'on apporte aussi du contenu réactualisé, actualisé, pour répondre aussi à la demande qui s'exprime auprès des aidants et des entreprises. Et puis, c'était nécessaire, quoi. Et puis, voilà. Et apporter davantage de témoignages aussi à ce livre pour lui donner, en fait, un côté plus humain et sous le format mode d'emploi. Et chacun y trouve vraiment ce qu'il souhaite de manière très chapitrée et très pratique. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà ce qui me vient. Tu n'as pas ton micro, Philippe. Excusez-moi, ça cafouille un petit peu. Oui, voilà. Jean, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que Marina a dit pas mal de choses déjà. Moi, ce que je rajouterais simplement, c'est la question du message politique. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on parle du sujet des proches aidants dans notre société. Les choses bougent parce qu'on commence à se rendre compte de la charge que portent les aidants au quotidien dans l'accompagnement de leurs proches.
mais on est encore loin du compte. Donc, il y a vraiment une nécessité de continuer à faire poids pour que ce monde des aidants qui s'ignorent et qui revendiquent pas grand-chose, ils trouvent de véritables soutiens je dirais, pour avoir le choix. Ça, c'est la première chose que je crois qu'on dit dans le livre, hein, c'est il faut, autant que faire se peut, permettre les conditions d'un choix, donc avoir des alternatives en nombre suffisant et de richesses très différentes. Mais il ne faut pas qu'on lâche maintenant. Les choses commencent à se débloquer. Il y a vraiment plein de sujets à porter sur la compétence des aidants, sur ces jeunes aidants. Voilà, je me joins vraiment à ce sujet-là parce que c'est un sujet important. Voilà, je pense que on est en attente qu'il y ait un véritable engagement politique et bon, on en reparlera probablement aussi dans les prochaines Oui, questions. oui, on va en reparler, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un éclairage que, bon, le livre est peut-être plus consensuel, enfin, il a moins cet aspect-là, mais je trouve que c'est bien de la place où tu es que tu dises ça dès le début parce que c'est pas forcément quelque chose qui est entendu souvent et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Et moi, Et que, vas-y, Marina. j'ajouterais vraiment, en fait, c'est chronophage quand on est d'aller chercher l'information. C'est chronophage de passer son temps à se dépatouiller, à se bagarrer, avec en plus ce qu'on a. On passe notre temps, en fait. Moi, j'ai passé mon temps, petite et maintenant, à chercher des informations pour faciliter la vie de mes proches au détriment de la relation avec eux. Ouais. C'est chronophage et c'est pas tenable. Je veux dire, moi, j'ai gâché aussi mes relations avec mes parents par d'une certaine façon. J'ai pas pu passer du temps parce que je cherchais l'information, parce que j'ai trouvé les moyens, je les avais pas. Donc avec Jean, on avait voulu créer ce guide pour condenser. Il y a pas toutes les informations, mais une partie des informations essentielles pour permettre à l'aidant de dire ah voilà, j'ai une problématique. Où est-ce que je peux déjà m'orienter? C'est déjà un premier pas. Et ça permet vraiment de rassembler un maximum d'informations pour permettre aux aidants d'agir et de gagner du temps et de l'espace aussi pour au mieux être plus proche de leur des personnes qu'ils soutiennent au quotidien. Voilà. Et une question, alors, parce que tout le monde a remarqué, en tout cas tous ceux qui ont déjà reçu ou acheté le livre, pourquoi est-ce qu'on est passé des aidants aux proches aidants? Qui est-ce qui a l'explication? Parce que le terme est légèrement différent, mais expliquez-nous. En fait, j'ai vu Delphine Depras, qui est notre éditeur, qui est dans la salle quelque part. Elle est là, oui. Qui n'était pas là lors de la première édition, donc je vais me permettre très largement de le dire. C'était le sujet qu'on voulait, c'était le titre qu'on voulait pour la première édition. Sauf que il y a 4 ans, les proches aidants, ça voulait pas dire grand-chose. On avait entre guillemets une forme de risque de confusion entre les aidants professionnels, je pense aux travailleurs sociaux, aux auxiliaires de vie notamment, et puis ces aidants qui sont majoritairement familiaux, mais pas que. L'ambition, c'était de dire que l'aide, on la trouve partout et que la famille biologique n'est pas forcément celle qui aide l'aidant au quotidien. On peut avoir dans nos cercles d'amis des gens qui sont parfois bien plus soutenants que peuvent l'être nos familles. Donc, c'était rendre hommage aussi je dirais, à quelque chose qui dépasse le cadre de la loyauté familiale et judéo-chrétienne. C'était de dire qu'on peut amener de l'aide à quelqu'un n'importe où de notre position, qu'on soit collègue de travail, qu'on soit voisin, qu'on fasse partie de la famille, c'est un petit peu plus systématique, mais que ça concerne tout le monde. D'accord. Oui, donc c'est effectivement une définition élargie. Puis, si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est aussi, ça correspond aussi à une perception de la société qui est un petit peu différente maintenant qu'il y a 2 ans. Ça passe plus facilement dans le discours public, l'idée du aidant en étant voisin, en étant ami, en étant proche, en vivant dans le même immeuble. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de muter ici. Tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, Jean, l'aspect politique des choses. Alors, on peut peut-être l'évoquer tout de suite parce que ça fait un petit peu chapeau, ça permet un peu de couvrir tout le sujet. C'est est-ce que les aidants, d'après vous, disposent d'un statut légal suffisant? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Parce que c'est toujours une question
qu'on se pose. Certaines associations sont assez sceptiques sur l'amélioration, d'autres veulent plus de choses. Alors, quel est votre sentiment à tous les deux? Marina, peut-être? Bon, je vais commencer parce que c'est toujours les dames qui commencent, c'est ça? Non. Non, parce qu'il est très bavard, Jean. Moi, je veux bien que Jean commence et puis je rebondirai derrière. D'accord, très bien, pardon. C'était quoi déjà la question, Philippe? Oui, tu sais, c'est le statut légal des aidants. Est-ce qu'il te semble suffisant et qu'est-ce qu'il faudra améliorer? En fait, on en est où C'est un là-dessus? début. C'est un début. Je pense que si on fait le parallèle avec d'autres causes politiques qui ont pu se développer dans les 70 dernières années, je pense notamment à la question de l'égalité homme-femme, on voit que ça a avancé, mais vraiment tout doucement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que le sujet des proches aidants est posé. On commence à avoir des mesures qui sont souvent des mesures qui coûtent pas grand-chose à la collectivité, on va le dire clairement. Il y a nécessité d'aller beaucoup plus loin parce que sinon c'est nous qui n'auront pas de solution quand on vieillira, hein. Nous qui dans 20 ans, 30 ans atteindront l'âge de 60, 70 ans. Si on veut que notre société elle laisse pas les gens dans la rue, il y a vraiment une nécessité à imaginer d'autres façons d'accompagner et à être le plus souple possible. La principale difficulté aujourd'hui je dirais des services et des innovations qui concernent les aidants, c'est de les atteindre parce que, évidemment, c'est un public diffus qui est un petit peu partout, qui a ses propres contraintes, qui a peu de temps. Demain, si je devais imaginer de nouveaux dispositifs, ça serait des dispositifs où j'ai pas besoin de prendre rendez-vous pour 10 jours plus tard avoir éventuellement une consultation psy ou un rendez-vous avec le médecin. C'est d'avoir beaucoup plus de souplesse et en fait de comprendre où est la charge. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. En France, on parle beaucoup du service à la personne, c'est légitime. On parle beaucoup des établissements médico-sociaux, c'est légitime. Mais c'est qu'une toute petite partie des gens qui se mobilisent au quotidien. Et le dernier rempart, c'est ces aidants, ces proches aidants qui soutiennent au quotidien. Donc, il faut évidemment avancer sur la question financière. Il faut que les gens ne survivent pas économiquement, ce qu'on leur impose finalement, que ce soit dans le cadre du dédommagement familial pour l'aide humaine, où on donne 4 € aux aidants familiaux pour s'occuper de leurs proches et 5 s'ils réduisent leur activité professionnelle. On est très loin de ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays. Je ne pense pas qu'il faille forcément que ce statut devienne un statut de professionnel. Il faut que ça puisse rester un choix, mais il faut aussi que les gens qui choisissent en toute conscience de s'engager auprès de leurs proches, qu'ils aient les moyens de le faire et qu'on ne les abandonne pas simplement. Oui, Marina, sur cette question du statut, tu vois les choses comment de ton côté? Après avoir justement fouillé toute la réglementation française. C'est un statut vraiment flou. Le cadre juridique n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'être un aidant, sur quelle base on va pouvoir légiférer, se baser, même les aidants eux-mêmes, en fait, c'est compliqué pour eux d'y voir clair. On sait qu'il y a des statuts plus ou moins avec le code du travail, de la famille, le proche aidant, mais en fait on ne sait pas trop où ça se situe tout ça et il faut chercher l'information. Ça reste flou en fait. On est qu'au début, ça existe, hein, tant mieux, c'est un bon début, mais et puis c'est Pardon ? Non, c'est bon, c'est moi qui ai un petit problème de réception. Vas-y. C'est de reconnaître, en fait, c'est difficile, la difficulté c'est qu'on reconnaisse l'existence des aidants au quotidien, de leur implication au quotidien, ce qu'ils apportent aussi à la société, qu'ils aient un minimum de reconnaissance quand même, parce que c'est du temps qu'ils passent avec leurs proches, c'est choisi, parce qu'on apporte aussi par devoir, comme disait Jean aussi, la morale judéo-chrétienne, mais pas que, il y a surtout l'amour qu'on apporte à son proche. On l'aide de manière naturelle et soi-même, on a du mal à se définir comme aidant aussi. On dit on aide parce que c'est mon proche, c'est mon parent, c'est mon enfant. Après, beaucoup se disent, ils se reconnaissent sur le tard comme aidant. Et une fois qu'on a dit qu'on est aidant, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Où est-ce que je pourrais trouver, moi, des ressources pour
accompagner mon proche, continuer à travailler, sur quelle base juridique je pourrais me poser. Ça reste complètement flou et je pense que beaucoup l'information ne passe pas assez pour pouvoir, auprès des aidants, pour pouvoir s'appuyer concrètement sur quelque chose de tangible en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Si, je crois qu'on comprend bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a un défaut d'information, que l'information disponible n'est pas forcément très très claire, et qu'on manque d'outils, d'où d'ailleurs l'utilité, je pense, de notre bouquin aujourd'hui, hein, Les proches aidants pour les nuls, c'est qu'il y a quand même là, il y a un effort pour avoir un recueil d'informations à un instant T. Alors, vous l'avez dit tous les deux, hein, ce n'est pas forcément exhaustif, mais il y a quand même beaucoup de choses et c'est censé apporter des éléments de réponse dans un contexte où, encore une fois, tout n'est pas réglé pour qu'on puisse en parler suffisamment précisément. Et puis, Jean a rappelé la notion du 4 €, 5 € de dédommagement qui sont quand même à la base du problème. Sans vouloir en faire un débat ici, mais c'est toujours un peu la question de jusqu'à quel point est-ce qu'on crée une case administrative pour les aidants, un peu comme on l'a fait pour le handicap, ou est-ce qu'on laisse quand même une certaine souplesse à une spécificité quand même de l'aidant qui est, il y a 20 000 formes d'aidants en France, donc il me semble que c'est aussi un sujet assez complexe et peut-être pas très facile à gérer pour l'État, par exemple, si on parle de la puissance publique. Ouais, je l'entends. Je pense qu'il faut laisser la possibilité aux gens qui en ont envie d'être reconnus comme tels, parce que ça peut faciliter quand même le dialogue parfois. Et concrètement, moi, ça ne me dérange pas d'être dans une case si on me donne les moyens d'accompagner mes proches correctement et de quoi être soutenu psychologiquement, financièrement. Enfin, voilà, d'avoir une vraie prise en charge globale où finalement, c'est pas à l'aidant d'aller chercher tout ce dont il a besoin, c'est comme dans le case management, c'est quelqu'un qui va s'occuper de donner toutes les informations parce que quand on devient aidant, on n'a aucune idée de ce à quoi on s'engage, de la complexité de notre millefeuille administratif. Et je crois qu'il doit y avoir une attitude proactive. On parle souvent dans le travail social, on dit que la demande doit venir des personnes. Oui, ok, bien sûr, on ne peut pas faire les choses à la place des gens. Maintenant, c'est difficile de demander à des gens qui ne se reconnaissent pas comme aidants, je dirais qui serrent les dents souvent tout au long de la journée, d'exprimer des choses et d'aller chercher de l'aide, quoi. C'est un peu paradoxal. Alors, je lis les commentaires, vous n'hésitez pas à en faire dans le chat ou à poser des questions. Edith Trusso qui nous écrit « Il est difficile de définir un statut universel d'aidant. L'aidant de plus aide dans certaines situations un proche dans une situation évolutive, maladie neurodégénérative par exemple, la posture d'aidant est donc elle aussi évolutive. » Bon, ça reprend un petit peu ce que l'on a dit. Alors, je change un peu de sujet. Dans le livre, vous parlez beaucoup de... j'ai trouvé ça assez bien parce que ça revient plusieurs fois dans le livre, dans des chapitres différents, de ce que l'aidant doit faire pour ne pas se surmener, pour finalement prendre soin de lui, je crois que c'est le bon terme. Et en fait, quelle forme de danger vous identifiez pour les aidants et c'est quoi les messages que vous souhaitez faire passer dans les proches aidants pour les nuls sur cet aspect-là? Qu'est-ce qu'on recommande selon vous aux proches aidants? Alors Jean, cette fois-ci, Honneur aux hommes. Qu'est-ce qu'on recommande? D'abord d'être bienveillant envers soi-même, de faire preuve de beaucoup d'humilité et de reconnaître aussi ses capacités, parce que souvent quand on est aidant, on doute beaucoup de ce qu'on fait. On est un petit peu tout seul. Je pense aussi d'oser se poser des questions qui sont difficiles. C'est est-ce que j'ai envie de le faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire dans cette relation d'aidance? Parce que souvent, on se laisse embarquer par la mise en place des services, des auxiliaires de vie, des infirmières. Et puis, des fois, il y a des accros dans le parcours et on se retrouve des fois seul. Je crois qu'il faut se poser cette question, essayer de mobiliser. C'est un combat. Hein. Je ne dis pas que les aidants ont juste besoin de réfléchir s'ils veulent 10 heures d'auxiliaire de vie ou 1 heure. Ça, c'est pas leur réflexion à eux. Par contre, c'est de ne pas rester seul, de se faire accompagner individuellement pour pouvoir déposer aussi tout ce qui peut être complexe dans l'existence. C'est de ne pas rester seul dans la relation à l'aidant, d'avoir un tiers, ça aide.
Parce que pour moi, ce qui me paraît le plus difficile dans le parcours de l'aidance, c'est la question de la durée de l'accompagnement et de l'intensité. La durée, parce qu'il y a une forme d'usure, parce que on va dire la première année où on répond à une personne qui a la maladie d'Alzheimer et qui peut vous répéter 20 fois par jour la même chose, ben ça peut être encore facile à encaisser. Après 10 ans, c'est une autre paire de manches. Donc, ce qu'on leur recommande, c'est de prendre soin d'eux, parce que s'il n'y a plus eux, ben, il n'y a plus d'aidance. Et de toute façon, leurs proches subiront, si le parcours n'a pas été construit derrière, de s'ouvrir le maximum quand c'est possible, d'apprendre à être égoïste, voilà, simplement d'apprendre à penser d'abord à soi. C'est aussi important que de mettre son proche au premier plan. Parce que sur le long terme, ça peut avoir des effets très délétères sur la vie des gens. Oui, Marina, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? C'est un sujet très complexe parce que là, on dit du cas par cas. On peut accompagner un proche 2 heures par jour, à 24 heures par jour. Tout dépend en fait de la pathologie ou de la maladie ou du handicap. C'est une façon généraliste difficile, mais je sais que de poser en fait un constat général, oui, ça se dit. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est important de voir jusqu'où on peut aider en fait. Parce que d'une aide ponctuelle, ça devient de manière insidieuse, on tombe dans une habitude. On tombe en fait on est dans le besoin, en tant qu'aidant, dans le satisfaire le besoin de son aidé pour qu'il soit bien, pour qu'il soit. On s'occupe de son bien-être à son détriment. On tombe après facilement dans la fatigue, de ne pas prendre soin de soi, de ne pas aller voir le médecin, d'aller de petit à petit se couper des relations extérieures. Et c'est comme ça qu'on s'isole parce qu'on se dit les autres ne vont pas comprendre, c'est compliqué déjà, j'ai pas envie d'être pris pour une pauvre malheureuse et quelqu'un qui socialement, c'est pas entre guillemets, c'est pas glorieux. Alors qu'au contraire, c'est de mettre de côté sa pudeur et oser parler. C'est en osant parler qu'on arrivera à sensibiliser aussi autour de soi par rapport à sa réalité. Prendre soin de soi, c'est aussi se dire jusqu'où est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux vraiment mettre en place, parce que tout devient urgent et important. Tout devient prioritaire et on ne peut pas en une seule journée, en 24 heures, tout gérer. Bien sûr, bien sûr. Le prendre soin de soi, c'est aussi accorder des moments de dire, parce que prendre du répit, c'est un peu tous les jours en fait. C'est pas des moments où je vais prendre des vacances comme si on était salarié, c'est tous les jours pour tenir sur la durée. C'est à un moment donné de dire, je me pose et je dis là, j'en peux plus. je vais craquer, je déborde, je suis énervée, je suis stressée, ça va exploser. Là, se rendre compte de ça, faire pause, sortir, se promener, écouter de la musique, dormir 20 minutes, je sais pas, mais prendre en compte ce qui se passe déjà pour soi, pour dire ok, on va calmer le truc et on va se poser. Et c'est ça un peu le répit aussi au quotidien. Et on peut pas apporter de l'aide si déjà on n'est pas bien avec soi aussi. Parce que là, on peut après, sans le vouloir, arriver à la maltraitance aussi auprès de son aidé. Et alors du coup, dans cette idée d'accompagnement, de soutien, qui est-ce qui peut faire ça? Parce que je trouve que parfois, c'est pas non plus très facile d'identifier les personnes ressources pour les aidants. Est-ce que c'est des psys? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est d'autres professionnels? Je sais pas. Je sais pas, Marina, tu veux... Vas-y. Moi, clairement, ce sont les amis. Les amis les plus proches, en fait. Ceux qui comprennent, qui ne vont pas me juger. Je sais qu'il y aura une bienveillance, un accueil, qui seront là à me poser des questions et à me dire voilà, de quoi tu as besoin, en quoi je peux t'aider. C'est aussi, moi, clairement, j'étais voir des psychologues pour poser des mots, pour comprendre ce qui se passait, prendre du recul. C'est et là, j'ai créé une communauté avec Sigrid Jou, avec mon associé avec qui on a créé le conseil RH, les aidants Co. Oui. Les aidants et bien plus, la communauté où on est entre pairs aidants,
on va s'apporter du soutien, des infos. Entre aidants, on va se comprendre et oui, c'est difficile, mais on va trouver ensemble des solutions. Je crois beaucoup en fait, aussi à l'action collective entre aidants. Et ça, c'est important pour être soutenu aussi dans un cadre bienveillant. Et c'est comme ça aussi, en libérant la parole, qu'il y a une espèce de charge mentale aussi qui s'apaise et qui permet aussi d'envisager d'autres solutions aussi. D'accord. Jean, toi de ton côté, tu vois ça comment? Moi, j'ai mis 20 ans à franchir le cap d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un psy, parce que voilà, dans mon imagerie, j'avais pas forcément de difficultés particulières, sauf jusqu'au jour où voilà, j'ai explosé en plein vol. Donc oui, se faire accompagner par des professionnels, des psychologues, des psychiatres, enfin tous les professionnels qui sont en capacité de vous écouter de façon durable, régulière, et qui finalement vont vous aider aussi à... Je crois qu'il y a beaucoup de solitude dans le parcours de l'aidant. Il peut y avoir beaucoup de rumination. Alors, évidemment, tous les aidants ne vivent pas cette situation-là. On parle beaucoup de ce qui se passe mal parce que d'abord on est français, c'est assez logique. Ensuite, on se concentre souvent sur ce qui est à régler et pas sur ce qui marche bien, ce qui est dommage. Mais je crois que la solitude de l'aidant, elle est profonde et il y a des mécanismes qui se mettent en place intérieurement qu'il faut peut-être arriver aussi à décoder, à comprendre comment on fonctionne, comprendre ce qui peut amener à se retrouver au fond de la cave certains jours et puis d'autres jours à aller beaucoup mieux. De la même façon qu'on vit cette situation d'aidance de façon longue en général, et qu'on vit ce tête-à-tête tout seul, où quelque part on se programme, on se conditionne dans des réflexes de protection, de fuite, d'évitement, qui sont légitimes, qui nous permettent quelque part de faire face. Il faut peut-être de l'aide extérieure aussi à un moment donné pour arriver à démonter tout ça et à se rendre compte que notre vie, elle peut aussi être plus simple. Donc ça, c'est important. Et après, je dirais que ça va dépendre de chacun. Moi, j'essaye des choses en ce moment pour alléger un peu, on va dire, ma charge mentale. La micro-kiné, la sophro, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire du bien à chacun. Et ça, après, c'est à chacun individuellement de le ressentir, de l'expérimenter, d'oser y aller parce qu'on n'ose plus forcément beaucoup. Quand on a un parcours d'aidance qui est long, remettre la main sur la plaque chaude, c'est pas facile. On se dit, je risque comme à chaque fois ou comme souvent ça m'est arrivé, voilà, d'avoir un refus ou que ça fonctionne pas. Donc il faut oser. C'était un candidat au présidentiel dans les Guignols qui disait osons, osons, osons. Voilà, il faut oser. Alors, je lis les commentaires c'est toujours Edith, je crois, qui dit tout à fait d'accord sur la chronophagie de recherche de solutions au détriment de la relation. Toujours commentaire, il y a un grand mur à faire tomber du côté médical. Voilà, les dents passent pour l'oiseau de mauvais augure qui donne des feedbacks de situation pour trouver des solutions. Personnellement, j'ai pris beaucoup de bâches, entre guillemets. Les solutions que j'ai mises en place, je les ai trouvées avec un travail de fourmi, effectivement. Accepter d'être égoïste, c'était le terme de Jean, entre guillemets toujours. De s'occuper de soi est clé. On comprend bien le propos. Alors, justement, et on va essayer de ne pas être trop français, est-ce qu'on peut être aidant et le faire avec plaisir? Est-ce que le mot de plaisir est complètement c'est à côté de la plaque? Vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose quand même d'un peu joyeux parfois ou de léger, je ne sais pas comment le dire autrement, dans ce travail-là? Dans ce travail, dans cette occupation, dans cette mission. Les mots sont nombreux. Marina? Heureusement que je trouve du plaisir. En fait, j'ai un rapport avec mes parents. En fait, ce sont avant tout mes parents. Voilà. Ils les aident après de manière logistique parce qu'ils me le demandent, parce que c'est pour leur simplifier la vie, mais ils restent avant tout mes parents. Je partage aussi une relation d'enfant à parents. Et heureusement que j'ai du plaisir avec eux, sinon je m'éloignerai de ma relation de base que j'entretiens avec eux. Je me force à proposer autre chose que quand je suis présente, c'est juste pour régler des problèmes administratifs, des logistiques. Je dis je dis on verra ça plus tard. Je propose d'aller au cinéma, je propose qu'on aille se promener, je propose qu'on fasse autre chose de notre vie parce que la vie elle passe, notre relation est unique et je la retrouverai pas quand vous serez plus là, quoi. Donc, je sais que c'est primordial d'avoir ça en tête
En tout cas, je l'ai eu depuis toujours et je fais en sorte pour que ma relation avec mes parents reste celui de parents à enfants. Après que je sois là pour les aider, les épauler, c'est normal, mais je veux pas que ce soit au détriment de notre relation. Et ça l'était parfois et je veux plus, quoi. Je veux plus jamais. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond bien. On a des commentaires en même temps. Amaranta Bourgeois de Jade qui dit voir le proche aidé heureux rend effectivement heureux. Donc, on voit bien l'idée. Et toujours Edith qui est très, très présente avec nous ce matin, qui dit c'est magique de voir ce qu'on met en place. Ça apporte des bonus à l'aider. C'est un cercle vertueux qui s'installe. Donc, on comprend bien aussi les choses. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour sur ce sujet-là? Je pense que on aura à dire beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est un sujet très, très vaste, mais c'est vrai qu'on parle de ressources aussi, de dire ce qu'on ne pensait pas possible, on a mis en place, et je suis tout à fait d'accord, dire en fait, j'avais une idée en tête, j'ai mis en place les solutions et voir que ça marche, ça aussi, ça apporte de la satisfaction. Et de voir aussi que ça contribue au bien-être de son proche, c'est énorme. Ouais, on se dit, waouh, on est revenu de loin, mais on y est arrivé quand même. Dans l'ouvrage, je change un peu de sujet, qui est une nouvelle partie finalement dans l'ouvrage que l'on sort aujourd'hui, enfin cette semaine. Vous abordez la question de la conciliation vie professionnelle et vie privée, en gros la question du salarié aidant. Oui, c'est ça, salarié aidant, la personne qui est en emploi et qui est également salariée. Alors, les chiffres, je les rappelle pour ceux qui connaîtraient pas trop ça au quotidien, on est à peu près, alors le nombre d'aidants, il varie beaucoup, suivant ce que l'on peut lire, mais entre 8 et 15 millions, donc bon, la statistique est sans doute à regarder de plus près, mais c'est ce que j'ai trouvé encore récemment comme statistique. Et ce qu'on nous dit, c'est que la moitié des aidants seraient en emploi, donc en tout cas, ça fait plusieurs millions de personnes. Et c'est un sujet qui, du coup, change un peu de camp. C'est du domaine purement privé, ça touche une sphère sociale sur laquelle il peut y avoir des conséquences. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous constatez une prise de conscience de la part des entreprises au sens large en ce qui concerne la question des salariés aidants? D'abord, oui, c'est la première question. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qui commence à bouger un peu dans les entreprises, que ce soit l'administration, que ce soit l'entreprise privée, puisque il n'y a pas de différence à ce sujet-là. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du sujet? Je dirais pour ma part que c'est un sujet qui est saisi par les grands groupes et qui ont les moyens de le faire, le CAC 40, je cite L'Oréal, je cite Casino, je cite toutes ces entreprises qui ont une longueur d'avance. Mais après, moi je le vois, c'est un vrai travail de fond et de pédagogie à mettre pour sensibiliser les entreprises sur cette question-là. C'est quand même 2/3 des entreprises qui ignorent qu'ils ont des aidants au sein de leur structure. Et qui ne savent pas comment agir, en fait. C'est beaucoup de travail de pédagogie. Récemment, j'ai contacté une directrice des ressources humaines d'un département, d'un conseil départemental. Elle me dit, oui, mais en fait, c'est super, mais moi, on ne veut pas rentrer dans les histoires privées de nos employés. On ne va pas s'en sortir, sinon. Donc du coup, c'est en même temps, c'est nous sommes là comme facilitateurs, mais on ne veut pas rentrer dans les problèmes des gens. C'est pas de rentrer dans les problèmes des gens, c'est de leur permettre de concilier au mieux leur travail, apporter les moyens pour organiser mieux leur temps, apporter une souplesse nécessaire et d'apporter aussi, leur permettre de continuer d'accompagner au mieux leurs proches. Donc, les entreprises, il y a un vrai sujet tabou sur ce sujet. C'est tabou, le sujet est tabou et il y a vraiment à sensibiliser les entreprises sur c'est quoi un aidant, vous en avez aussi dans votre entreprise, comment vous pouvez concrètement ouvrir le dialogue, la parole pour permettre à vos salariés d'avoir confiance déjà en vous pour en parler. Parce que le monde d'entreprise est perçu comme quelque chose, comme un lieu qui n'est pas forcément bienveillant, qui est où il faut être productif, on sépare la vie pro et la vie privée. Ce qui reste dans la vie
ce qui reste dans la vie, quand on est en vie pro, la vie perso ne compte pas, alors qu'on sait très bien que c'est un leurre. Oui. Et ça, c'est pour n'importe quel salarié, c'est un leurre. Oui. Et on l'a vu avec le Covid. Les parents, les salariés qui sont parents, quand il n'y a eu plus de garde pour leurs parents, ils sont restés chez eux pour garder leur enfant. Et là, on s'est rendu compte que la vie pro, la vie perso avait une influence sur la vie pro. Et c'est la même chose pour les aidants, en fait. C'est de ne pas dire que c'est des gens à problème, c'est juste des gens pas du tout à problème, qui sont aussi une ressource pour l'entreprise, qui ont apporté énormément, qui, par leur expérience expérimentielle, peuvent aussi, personnelle, apporter à l'entreprise. Et c'est juste d'organiser au mieux leur organisation du travail pour continuer à travailler tout simplement comme n'importe quel autre salarié. Voilà, j'ai pris un peu. Donc, non, mais on sent que c'est un sujet qui te mais qui oui, te mais oui, touche. c'est ce que j'ai moi aussi vécu personnellement. J'ai eu la chance d'avoir un manager. Quand je suis entrée à la mairie du PEC, où j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai eu un gros souci familial. Et la première pensée que j'ai eue, c'est au bout d'une semaine, où le problème est survenu, il va me licencier, il ne va pas me garder, je suis en période d'essai. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'en parler. Il m'a dit, OK, moi aussi, moi je suis manager, je suis ton manager, mais aussi j'ai mon proche qui est handicapé, je ne l'ai dit à personne. Mais tu prends des congés RTT, tout ce que tu veux, tu gères au mieux et je te fais confiance du moment que tu atteins tes objectifs. Et le fait qu'il était soutenant, j'ai pu poser la parole, que je me suis sentie soutenue, et ben ça fait que c'est une charge qui est descendue d'un coup, qui a fait que j'étais voilà, au mieux. Et j'ai donné le de moi-même pour atteindre mes objectifs aussi. J'ai eu la confiance de mon manager. Ouais. Mais j'en ai pas parlé au DRH parce que j'avais pas ce dialogue-là. Et c'est le manager qui gère au sein de leur service les problèmes de leurs collaborateurs, qui essaie de trouver des solutions, mais c'est jamais remonté à la direction et encore moins à la direction générale, quoi. Le but, Oui, c'est oui, qu'il y ait un cadre où les managers ne sont pas seuls pour gérer ce problème, et de bricoler des solutions sans remonter l'information. Il y a besoin d'un cadre qui soit vraiment sécurisant pour que et les aidants et les managers et la direction puissent en fait travailler ensemble et trouver vraiment co-construire des solutions adaptées en fait. Et ça permettra aussi d'aborder ce sujet. Et ça passe aussi par mettre la première brique, c'est dire parler de ce sujet aussi, avec confiance. Et si les aidants sont mis en confiance pour en parler, les choses vont se débloquer aussi. Oui, Jean, sur la question des obligations faites aux entreprises là-dessus, et qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, elles sont faibles, même si voilà, enfin, moi, je suis employeur, hein, j'ai une quinzaine de salariés aujourd'hui, donc je suis à la fois du côté aidant et à la fois du côté employeur. Oui. On va dire que je partage le regard que Marina pose. Je pense que les grandes entreprises, dès qu'il commence à y avoir des services RH, peuvent se saisir de ces questions-là, mais pas toujours. Et parfois, dans les petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE et les PME, on a des solidarités de proximité qui s'organisent parce que les gens se connaissent beaucoup plus dans les grands groupes, qui peuvent amener à des choses aussi très belles. La difficulté pour les employeurs, c'est de trouver aussi le temps pour faire ça, la compétence. Oser franchir effectivement cette question de la vie pro et de la vie perso, comme si on était encore il y a 100 ans où on laissait nos soucis dans le vestiaire. Moi, j'y crois pas du tout à cette conception de la vie professionnelle. Je pense qu'on vient au travail avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte à l'intérieur de soi, de sa vie perso, de ses soucis pro. Et inversement, on rentre à la maison souvent en portant une charge liée à l'activité professionnelle. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui dans le management des entreprises libérées de cette capacité finalement à exprimer des émotions dans l'entreprise. C'est nouveau pour beaucoup, ça n'existe pas dans beaucoup d'entreprises, mais je crois que c'est la bonne évolution en tout cas. C'est d'oser dire les choses sans peur d'être licencié. Donc là, il y a une nécessité effectivement d'avoir peut-être un statut qui soit de temps en temps protecteur, ou en tout cas
qui impose, je dirais, à l'employeur d'accompagner plus ses salariés quand cette situation-là est identifiée. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça doit être systématique, mais la vie pro et la vie perso, c'est la vie tout court. C'est pas voilà, j'ai pas de boîte chez moi et quand je vais au travail, je range tout ce qui se passe à la maison. C'est Oui, non, c'est beaucoup vrai. plus indépendant que ça, quoi. Ouais. Et les managers aussi ont besoin d'être soutenus dans leurs fonctions. Ils ont la posture, ils savent pas comment faire, ils savent pas ils voudraient bien, mais ils savent pas agir. Oui, Où est-ce qu'ils peuvent orienter la personne vers qui va, en tant que manager, va m'épauler, où est le relais dans tout ça? Parce qu'il y a la surcharge émotionnelle qu'on reçoit, on voudrait aider, mais jusqu'à où on peut aider, quelle est la limite, comment informer, orienter, est-ce que les RH sont OK? Est-ce que je peux remonter l'information? Est-ce que je peux parler de la situation de mon collaborateur en toute confidentialité, si j'ai son accord? Il y a tous ces paramètres-là aussi qui rentrent en compte aussi. Oui. C'est pour ça que moi, je me sens aussi engagée en créant ce cabinet de conseil RH. Oui. Ça, c'est important pour avec Sigrid, mon associé. On va dans ce sens-là, sensibiliser, orienter, former, conseiller. Et nous avons envie à notre niveau d'apporter notre pierre à l'édifice, de contribuer à ouvrir le dialogue. Voilà, qu'on se saisisse de ce sujet, mais de manière pour qu'on arrête de stigmatiser les salariés, qu'ils ont peur de parler, ils ont peur que ça bloque leur carrière. Et ça, c'est des millions de personnes qui sont concernées. Et c'est un salarié sur 4 en 2030. Et tout le monde est potentiellement concerné. Et quand ça leur arrivera, les personnes seront bien contentes que leur entreprise ait mis quelque chose en place. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, au CCH, c'est vrai qu'on fait beaucoup de formations, sensibilisation dans les entreprises sur cette thématique des aidants. Et bon, je partage complètement vos constats. Hein. Les grandes entreprises sont mieux outillées ou disposent de plus de moyens RH pour mettre en place quelque chose, des solutions qui sont d'ailleurs effectivement du domaine, dans un premier temps, de l'écoute et pas autre chose. Donc l'écoute sereine, l'écoute sans malaise de la part des salariés. Ça, on le constate vraiment. Ce qu'on voit aussi, c'est le malaise quand même des ressources humaines. C'est effectivement parce qu'on touche à un point quand même du droit du travail qui est délicat, c'est que tout le droit du travail est construit en France autour du fait de ne pas parler de la vie privée. En tout cas, pour le DRH, il n'a pas trop le droit, même pas le droit du tout, de s'intéresser à la vie privée, en tout cas sous une forme très très formelle, de son salarié, puisqu'il y a une réelle étanchéité entre la vie privée et la vie professionnelle. Et en même temps, je rejoins votre avis, c'est complètement faux, puisqu'on sait bien qu'on ramène à la maison ses soucis du travail et on a aussi au travail les soucis de la maison. Donc tout ça est un petit peu, c'est un peu complexe, mais du coup, moi il me semble que si les choses doivent s'améliorer, il faut quand même qu'il y ait une certaine ouverture à un instant T, notamment pour que les entreprises moyennes qui ne disposent pas de ressources RH importantes et qui n'ont pas forcément de structures tiers pour s'occuper des choses, que les PME puissent aussi mettre en place des systèmes qui ne reposent pas uniquement sur la bonne volonté du dirigeant ou du manager X ou Y. Il faut aussi donner des moyens pour qu'on puisse entrer un peu dans la vie des gens, dans l'idée de leur apporter des solutions. Et ça, je sens qu'il y a quand même... c'est pas encore d'actualité, loin de là. C'est plutôt complexe. Je me demande si c'est pas franco-français. Alors oui, il y a une question culturelle. Ce côté. Tout à fait. On voit bien que les anglo-saxons. Alors moi, Jean nous parlera peut-être de l'Allemagne parce qu'il est pas loin, mais pour les anglo-saxons, on voit bien que chez les anglo-saxons, la frontière entre vie perso et vie pro, elle est beaucoup moins hermétique. Donc on se permet de parler de sa vie personnelle. D'ailleurs, on doit même parler de sa vie personnelle dans ce monde du travail. Et sur des sujets comme le sujet des aidants, on voit bien que ça permet quand même peut-être pas de régler, mais en tous les cas d'évoquer des sujets qui vous touchent au quotidien. Donc on n'en est pas là et c'est vrai que l'aspect culturel, je pense, joue beaucoup. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un salarié aidant de faire dans son entreprise pour mieux vivre sa situation au quotidien? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Alors idéalement, peut-être, s'il sent l'ambiance favorable, d'en parler, simplement, d'expliquer les choses clairement.
à son manager ou à ses collègues de travail si la confiance est là. Je pense que c'est indispensable. Peut-être aussi d'arriver quand on devient aidant suite à un accident de vie, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entre nous, d'arriver aussi à se dire bah, je peux changer de poste, je peux un peu réduire mon activité professionnelle. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a le droit de dire. On n'est pas obligé d'être toujours dans la performance. Et inversement, d'essayer de garder ce contact au travail si c'est un contact qui est bénéfique. Je pense que c'est un lieu, le travail qui est ressourçant, qui amène du lien social. Si on dose bien, je dirais, son implication personnelle auprès de son proche et une vie professionnelle, je pense que c'est plus agréable que d'aller vers un huis clos, entre guillemets, imposé parce que les relations dans l'entreprise se dégradent. Donc, en parler et puis prendre soin de soi. Voilà. D'accord. Oui, Marina, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? En fait, tout dépend. En fait, oui, pour que le salarié puisse en parler à son manager, mais ça dépendra aussi de la personnalité du manager. S'il est sensible à ça, s'il est à l'écoute, il ne va pas se tirer une balle dans le pied non plus, le salarié. Il faut faire attention à ça. Donc, du coup, c'est de trouver peut-être, en fait, il y a une solidarité naturelle qui se fait déjà entre collègues, un soutien qui est présent, et c'est de trouver des relais intérieur auprès un représentant du personnel, peut-être un référent qualité du au travail, peut-être aussi mission handicap, parce qu'on fait toujours le parallèle handicap et aidant. En fait, je dirais plutôt un référent des situations de salariés fragilisés et vulnérables, je dirais ça comme ça. Oui. Voir le médecin du travail, voir... Il y a aussi peut-être à dire voilà où j'en suis maintenant de ma situation, quelles sont mes contraintes à moi personnelles et voir quels sont mes réels besoins, donc de les lister, et à côté qu'est-ce que je pourrais mettre en place, quelles sont les dispositions légales que je pourrais solliciter, quels sont mes droits, qu'est-ce que en interne déjà avant de solliciter les droits, qu'est-ce qui est envisageable de faire, est-ce que je peux aménager mon temps de travail, est-ce que je peux revoir les tâches, est-ce que je peux voir si on peut alléger, répartir au mieux les tâches qui me sont imposées et voir si je peux aussi avoir le soutien de mes collègues pour récupérer certaines tâches et leur confier à d'autres choses en fait. C'est le temps partiel pour des convenances personnelles. Rester dans le monde du travail, dire voilà, j'ai mes contraintes, mais je peux continuer à travailler, mais en ayant une certaine souplesse. Et ça, on peut le dire aussi à son manager, à son employeur. Dire voilà, j'en suis là en tant que salarié. Je rencontre, comme n'importe quel salarié, des difficultés. Quelles solutions on pourrait ensemble mettre en place? Que le salarié soit aussi force de proposition. Et après, que l'employeur, qu'il ne soit pas le seul à gérer cette situation, en fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est... voilà, qu'il y ait vraiment un équilibre qui se fait dans la relation, en fait. Si Delphine Desprats apporte un petit peu des éléments de discussion complémentaires, est-ce que les instances représentatives du personnel peuvent jouer un rôle et le cas échéant lequel? Par exemple, il y a des référents harcèlement dans les entreprises. Est-ce qu'on pourrait envisager un référent proche aidant, ce qui serait une manière de faire entrer le sujet dans l'entreprise et pour les salariés, identifier un interlocuteur privilégié? C'est une bonne idée, ça, je trouve. Ouais. Oui, ce serait vraiment l'idéal, un référent aidant. Vraiment. Ouais, tout à fait. J'étais dans une réunion avec des entreprises la semaine passée, plutôt avec des référents handicap, et ce qui était assez intéressant. Donc, la réunion était consacrée au sujet des aidants, donc c'était donc notre sujet d'aujourd'hui, et je les ai quand même sentis assez, je ne pourrais pas dire pas concernés, mais le sujet des aidants n'est pas tout à fait dans leur cœur de cible. Et ça m'a étonné parce que pour moi, il y avait un lien assez net, mais en tout cas, on n'en est pas là. Et effectivement, le référent aidant pourrait être quelque chose d'intéressant. Et pour répondre à Delphine aussi, la question des IRP. Alors, il y a des obligations de négociation qui sont assez récentes sur le sujet des aidants, alors qu'on trouvait déjà dans les accords de qualité de vie au travail, encore une fois, plutôt dans les grandes entreprises que dans les moyennes. Et maintenant, il y a des obligations de négociation sur les aidants au niveau des branches professionnelles, sur lesquelles on compte beaucoup d'ailleurs pour faire évoluer le sujet, en tout cas pour donner des bases.
et aussi dans les entreprises. Donc, on peut imaginer que c'est effectivement le bon moyen pour qu'en tous les cas, il y ait une obligation de la part des directions d'entreprise de prendre le sujet en main et en tous les cas d'en parler, de trouver des solutions. Des solutions, oui. Il y a Voilà. le télétravail, il y a aussi une négociation de branche, il y a l'obligation de l'employeur aussi de se préoccuper des conditions de travail, de la santé de ses... Oui, les obligations qui sont faites à l'employeur de se préoccuper de la santé de ses collaborateurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Oui, tout à fait. Et sous l'angle, après, sous l'angle de la qualité de vie au travail, voilà. Oui, tout à fait. Il y a des solutions, c'est simple. Là, c'est peu coûteux. Oui, c'est simple et peu coûteux, et en même temps, on voit que ça patauge un petit peu. Et Rachel effectivement parle d'un sujet qui est proche et en tout cas lié à ça, qui est lié à l'entreprise, et on parle des compétences développées acquises par les aidants qui peuvent profiter à leur emploi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de VAE, peut-être pas le bon terme ici, mais en tous les cas d'utilisation, de transférer des choses qu'on a apprises dans le cadre d'aidants? Et il y a quand même pas mal de thématiques qu'on peut imaginer sur la vie professionnelle, et comment vous voyez les choses là-dessus, Jean? Moi, je suis pas un pur produit de l'école ou de l'université, c'est-à-dire que j'ai mon bac, et dès que j'ai pu quitter le monde de l'enseignement, je l'ai fait parce que j'y trouvais pas mon compte. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis entrepreneur, j'ai 15 salariés, donc je pense avoir développé un certain nombre de compétences, une grande partie dans mon parcours d'aidant, notamment sur la question du parcours, de la MDPH, du fonctionnement des établissements médico-sociaux, une autre partie sur le côté responsable associatif. Et oui, pour moi, clairement, le statut d'aidant, lorsqu'on est face à un aidant qui s'est organisé, qui pilote le parcours de ses proches, c'est un statut où il y a énormément de compétences cachées, où il y a une forme de flexibilité énorme, parce qu'on s'adapte à l'auxiliaire qui se pointe pas le matin, au VSL qui est pas là à la bonne heure. Enfin, on passe notre temps en fait à gérer des plannings complexes qui sont pas forcément les nôtres. Donc oui, je pense que voilà, les aidants trouveraient toute une place dans la logistique, par exemple, et avec ça. Dans la capacité à négocier, parce que je pense que tant du côté personnel que du côté, j'allais dire, relation professionnelle qui entoure l'aidant, il y a un gros travail de négociation, parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le tout ou rien, ça craque tout le temps sinon. Donc oui, il y a à mon avis, des validations des acquis de l'expérience ou professionnels à mettre en œuvre. Et je vois beaucoup d'aidants aujourd'hui qui sont réengagés sur ces questions de la montée en compétences, notamment sur les questions de l'habitat inclusif, où voilà, il faut devenir porteur de projet pour créer une colocation pour son gamin. Moi, j'ai vu de nombreuses mamans se réengager dans des projets structurants, exigeants, dans des formations de type master. Et je crois que c'est des atouts. Après, peut-être que l'autre versant de la médaille, c'est que je l'assimile un peu à la position de salarié ou à la position d'entrepreneur. Souvent, quand on est salarié, on a une vision voilà, de l'entreprise qui est très différente de celle de l'entrepreneur. Donc, pour moi, les aidants sont un peu des entrepreneurs, et il y a un petit enjeu à redevenir, entre guillemets, salarié, puisque quand on est entrepreneur, on décide de tout, on assume tout. C'est ce que font les aidants. Ouais. Quand on est salarié, on a un rôle, une mission, une tâche avec un périmètre défini, et on est un peu moins en capacité de tout décider. Donc ça, c'est un des enjeux, je pense, dans la reconnaissance des compétences professionnelles. Il y a tout à construire, Oui. vraiment tout à construire. Marina, tu veux ajouter quelque chose sur ce transfert de compétences? Qui est essentiel en fait, c'est notre vécu dedans a une influence forcément, ce qui nous transforme. On ne peut pas sortir de là sans s'être enrichi de quelque chose, surtout au niveau du savoir-être. Oui, c'est ce que dit ce que disait Rachel, je crois. Ah oui. Sans Et que parler tout à fait, de parler de résilience, persévérance, confiance en soi,
estime de soi, capacité à négocier, la patience, Ouais, ouais. une grosse L'écoute, patience, l'écoute. l'écoute, Ouais. et tout ça qu'on met en œuvre aussi je le mets en œuvre dans mon quotidien, je le mets en œuvre quand j'ai travaillé au PEC, là où je travaillais, on me disait que j'avais une qualité d'écoute, de présence, de compréhension, que j'apportais aussi d'un côté humain aussi qui pouvait aussi manquer du temps, je sais pas, quelque chose qui me transpirait de moi, qui transpire de moi sans en avoir conscience. Et je pense que la base, c'est que la personne, quand on parle de savoir-être et de savoir-faire, c'est moi, en tant qu'aidante, de me réapproprier tout ce que j'ai déjà en moi de ressources, de compétences, de mettre des mots dessus et aussi de les faire valoir dans mon CV aussi. C'est pas une honte d'avoir accompagné un proche, de l'accompagner encore et que ça fait partie de notre vie et de le valoriser dans un CV. Et dire que ça a permis de négocier, comme l'a dit Jean, ça a permis de trouver des solutions, d'être proactif, d'anticiper, de programmer, Ouais. de savoir s'organiser. C'est ça, en fait, c'est voir en fait qu'il y a vraiment des talents à valoriser. Et si c'est pas reconnu et valorisé, forcément, il peut y avoir une fuite de talent aussi derrière. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, je trouve que cette idée de VAE, en tout cas, c'est une terminologie et des méthodes qui peuvent plaire à l'entreprise parce que ça rentre bien dans ces cadres. Ça permet de mettre une certaine distance avec la réalité des choses et en même temps de faire passer un savoir personnel sur une compétence professionnelle. Et ça peut plaire à l'entreprise. Alors après, il faut trouver tout le protocole qui va avec et toutes les structures qui permettent un accompagnement pour arriver à le transformer en diplôme ou en compétences acquises avec un tampon quelconque. Hein. C'est toujours la même idée. Mais je trouve que ce serait une façon, en tous les cas, pas pour tous, mais pour certains, de pouvoir valoriser cette expérience, vous l'avez dit, hein, l'écoute, le savoir-être, la gestion de dossiers complexes, la diplomatie. Enfin, les thèmes sont extrêmement nombreux. Alors, Diplomatie, oui. oui, c'est vrai, je trouve que la diplomatie, c'est un élément très important de la vie d'un aidant. Hein. Je mets à côté, vous avez vu dans le chat, je mets la référence du livre. Il est disponible à la FNAC. Alors, on n'a pas d'action avec la FNAC, hein, mais c'était pour pas mettre Amazon, donc on a mis la FNAC. Mais je suppose que votre libraire local vend aussi le livre sans problème. On a regardé ce matin, le bouquin est disponible d'ores et déjà, donc vous pouvez aussi vous le procurer tout de suite. On change de thème si vous le voulez bien. On va revenir un petit peu à la question du répit, parce que en fait, en lisant le chapitre 9 du livre, qui est consacré à cette question-là, vous avez fait un super boulot effectivement de recensement des solutions de répit. Alors avec les contraintes, enfin la limite que ça peut avoir, hein, c'est que vous n'avez pas eu le temps de dresser la carte de France des solutions de répit, peut-être n'était pas l'objectif non plus, mais en le lisant, vous avez fait une sélection et je pense qu'il y a aussi des projets qui vous plaisaient ou des choses que vous avez voulu mettre en avant, mais est-ce que vous trouvez que par rapport au premier livre que vous avez écrit, où il y avait déjà ce sujet-là était déjà évoqué, est-ce que les choses avancent sur la question du répit et de quelle façon est-ce que vous voyez le paysage évoluer? Alors, je pense que ça avance. Je pense que les initiatives qu'on a mis en avant, c'est notamment grâce, je dirais, à l'expérience de Marina en tant que journaliste qui connaissait beaucoup de solutions. Moi, j'en connaissais quelques-unes institutionnelles. Et puis, il y avait tous les jolis projets du CCH, puisqu'il y en a un certain nombre aussi Oui. qui sont mis en avant. Je pense que les choses ont beaucoup avancé. Je mettrai juste un petit bémol. Alors, je suis français, hein, je suis désolé, mais on a lancé en 2018 une super expérimentation sur le baluchonnage en France, donc qui est cette solution qui permet au domicile de l'aidant d'avoir un aidant professionnel qui vient le relayer 24 heures sur 24 sur une durée de 7 jours. Aujourd'hui, cette solution, elle est en danger parce que l'expérimentation s'arrête fin 2021 et il y a vraiment pour moi, par exemple, c'est un modèle que j'ai découvert il y a 15 ans en discutant avec un médecin de l'APF
Et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça en France? Alors, il y a la question des moyens, parce que évidemment, 24 heures sur 24 d'aide humaine, ça coûte de l'argent et la collectivité ne finance pas forcément tout si on est notamment aidant d'une personne âgée. Mais il y a la question du code du travail. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, vraiment être dans le choc de simplification dont on nous tartine les oreilles depuis des années et avoir plus de souplesse, plus de capacité d'être humain à dire, bon, bah, la règle, elle convient pas à cette expérimentation, on y va, et d'en tirer les conséquences et d'en faire un système qui perdure. C'est exactement la même chose sur la question des villages répit-famille. C'est des solutions qui proposent vraiment du temps où chacun, l'aidant et l'aidé, peut partir en vacances avec un accompagnement spécifique pour chacun, avec du lien social. Et ces solutions-là, elles commencent à être, entre guillemets, institutionnalisées, mais quelle bataille, quoi. Et d'avoir, je sais pas, moi, ce que je proposerais au président de la République, c'est un ministère de la simplification de la vie. Voilà, ça serait pas mal comme objectif. C'est quelqu'un qui vienne dire, bon, bah, ça sert à rien, votre processus, là, il sert à rien qu'à faire travailler des gens pour rien et à user les personnes. Donc, oui, je pense que ça évolue. Oui, je pense qu'il y a des super initiatives et vraiment, il faut aussi qu'on soit un pouvoir politique pour que on fasse entendre nos voix. Je repense à la question du cinquième risque. Voilà, on est des contribuables, on est des citoyens, et si on se mobilise pas nous, personne ne le fera à notre place. C'est vrai, on entend bien le message. Marina, sur cette question des besoins de réponse aux besoins du répit, est-ce que tu trouves qu'il y a justement toi qui connais bien les projets dans le détail, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution? Comment tu vois l'évolution? Il y a une évolution, il y a des beaux projets qui voient le jour, comme la ressourcerie à Bordeaux, comme les Bobos à la ferme, avec ce super projet qui accueille les sur-mesures, qui a été créé par des aidants, une famille, Élodie d'Andrea et son mari, par rapport à leur fille, pour accueillir vraiment leurs proches, les proches et les aider. Il y a besoin de ce sur-mesure, en fait. Mais en fait, alors c'est complexe parce qu'on institutionnalise le répit en France, mais il faut apporter, je crois qu'on a 500 euros euros par an, mais il faut que la personne aidée puisse bénéficier de l'APA, il faut remplir un papier, les côtés administratifs qui prend énormément de place, et déjà ça, pour bénéficier de 500 euros pour peut-être un séjour qui a dû coûter 2500 euros, je veux dire, pourquoi se dépenser son énergie et son temps pour ça? J'ai assez à faire. Donc déjà, on l'envoie le message de dire, c'est chronophage déjà, donc prenez pas le répit, c'est compliqué, donc on va se débrouiller. Le message est un peu à double sens. Donc du coup, il y a des initiatives comme je l'ai évoqué, la maison des aidants comme Léa, les séjours répit Alzheimer, ma boussole aussi, qui permet, quand on parle de répit, c'est aussi faciliter le quotidien des aidants dans la recherche d'informations, de professionnels à contacter. C'est tout ça. Donc, ça fait partie aussi du répit. Moi, en fait, je rêverais, moi, au quotidien, d'avoir un care manager qui me sera attribué, sur lequel je pourrais poser des questions. Ce serait mon guichet unique, parce il aurait une bibliothèque de savoir et d'accès à des informations pratiques. Il saurait qui contacter, où m'orienter, et qui me permettrait de me donner une espèce de mode d'emploi de ce qui existe par rapport à ma situation. Et ça va me permettre de me poser, et puis de me baser sur, de privilégier ma relation avec mon proche davantage. Moi, je rêverais pour mes parents d'avoir ce care manager personnel, quoi. Ce serait mon rêve. C'est ça que je voudrais peut-être, et qu'on facilite, une espèce de guichet unique comme on pourrait avoir pour la métropole aidante à Lyon. Ce guichet unique où on va piocher ce qui existe sur le terrain ou aux alentours, et pas perdre son temps à chercher, comme quelqu'un disait, c'est un travail de fourmi pour trouver la bonne solution, mais que de temps perdu, en fait.
Oui, oui. Alors je cite un peu ce qu'on me dit, hein, là, Anne-Sophie Van Den Broek qui nous rappelle effectivement l'existence de la ressourcerie.com qui est aussi une plateforme qui permet d'avoir de l'information et d'orienter. Et Rachel qui dit que les plateformes de répit sont incomparables pour accompagner les aidants. C'est vrai qu'elles sont présentes, je crois, sur tout le territoire, plus ou moins qualitatives sans doute, mais Oui, il en existe partout et c'est vrai que la ville de Lyon, enfin, parce que je connais un peu le projet, a mis en place cette notion de métropole aidante. J'avoue que je ne connais pas l'impact ou les résultats qu'ils peuvent avoir, mais en tout cas, le principe semblait tout à fait intéressant, opportun, en tout cas proche des personnes, puisque c'était une initiative locale. En vous écoutant et en regardant, en lisant le livre, je me suis aperçu, vous ne l'avez pas fait exprès, et l'éditeur a laissé ça. Et c'est qu'en fait, on s'aperçoit, vous avez pris un soin important à bien décrire toutes les subtilités administratives de notre beau pays. Donc, il y a de la PCH, de l'APA, etc. Et bon, c'est bien fait, c'est bien présenté, etc. Mais ça paraît ce que c'est, mais c'est terriblement compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si je ne rentre pas dans la case A, il faut que j'aille dans la case A' ou la case B. Et c'est très, très, très complexe et c'est très décourageant, en fait. mais oui, mais en fait, c'est une réalité. En fait, C'est si la on n'entre pas réalité. dans la case A2, A3, A4, A5, si on ne rentre pas dans cette case, si on ne joue pas le jeu, eh ben, on n'aura rien derrière. En fait, Oui, tu as raison. être aidant, c'est l'impression c'est pour ça que c'est difficile on a l'impression de quémander. S'il vous plaît, donnez-moi, s'il vous plaît, j'en ai besoin. En fait, c'est comme si on doit remettre une couche derrière. C'est déjà difficile. En plus, il faut se remettre dans une position entre guillemets de victime. C'est difficile pour moi. Là, c'est trop difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, il faut reprouver que c'est difficile avec une tonne de paperasse à faire. Et prouver qu'il faut qu'on rentre dans des cases et peut-être qu'on ne rentre pas assez dans des cases pour avoir les aides. Hein. C'est ce refus aussi qui est difficilement supportable. Donc oui, on est obligé de déchiffrer un peu les acronymes pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces acronymes, pour savoir quelle aide on peut solliciter par rapport à ses propres besoins. Malheureusement, c'est une réalité, c'est nécessaire. C'est décourageant, mais voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu aussi par ce livre, apporter un peu plus de moulin à moudre dans cette information assez complexe. C'est vrai. En tout cas, je trouve que c'est très représentatif de notre système, le bouquin. Il y a cette complexité qu'on voit bien. Donc, on essaye ça fait partie. Oui, voilà. Oui, vous avez beaucoup simplifié, mais ça reste compliqué, mais on voulait quand même apporter un minimum de connaissances, d'informations. Voilà, parce que. Je t'interromps, excuse-moi, parce qu'on va bientôt arrêter, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je vois qu'il n'y a plus grand-chose. Peut-être dire un mot quand même de la question des jeunes aidants. On ne l'avait pas forcément imaginé, mais comme c'est quand même un sujet important et qu'on a avec nous, il y a Amaranta Bourgeois qui est avec nous ce matin, je l'ai vu apparaître tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce nouveau thème qui en fait n'est pas forcément si nouveau, mais dont on commence un peu à s'occuper. Alors on considère, pour le rappel, on considère à peu près qu'il y a 500 000 jeunes qui sont en situation d'aidance d'un proche, souvent une personne malade, et qui font ça au quotidien et donc avec les difficultés, en fait, et qui échappent complètement à la fois à la statistique, à l'éducation nationale et qui sont ni repérés, ni identifiés, ni considérés comme tels. Alors, je pense que Marina, tu es peut-être bien placée pour parler du sujet. 500 000, c'est un minimum. Hein. C'est comme pour entre 8 et 15 millions d'aidants. Selon la police. Selon la police. Mais voilà, statistiquement, je crois que c'est beaucoup. Bien, je dirais moi même 1 million. C'est un enfant, 2 enfants par classe, voire 3. Les repérer, c'est difficile parce que moi, c'est que sur le tard que j'ai compris que j'étais une jeune aidante. À quel âge? À 38 ans, 39, j'en ai 44. C'est vrai, tu étais encore jeune. Oui, j'étais encore jeune, mais j'ai pris connaissance et j'en remercie aussi Amaranta pour d'avoir créé aussi Jade, qui permet vraiment d'avoir des lieux comme ça où on peut, entre jeunes, se reconnaître comme aidants par la voie de la médiation artistique.
Oui, c'est ça, c'est l'animation artistique chez Jade, oui. Oui. Donc, pouvoir en fait créer aussi une émulation chez les jeunes, de dire qu'ils sont entendus, écoutés. C'est en fait une population silencieuse comme tous les aidants, mais multipliée par 10 000 en fait, ce Oui. silence. Parce que quand on est ado, on veut la normalité. Quand on est enfant, on veut la normalité, on ne veut pas se différencier des autres. On est en on est en pleine construction identitaire. Ouais. Et là, c'est trouver en fait les moyens et de pouvoir parler de sa situation, parce que c'est pas normal. On dit ça n'existe pas, voilà. Ça n'existe pas qu'un enfant s'occupe de ses parents. Ça n'existe pas qu'un enfant s'occupe de son frère et sa sœur. Mais ça a une incidence sur la vie de la personne. Et j'ai bien vu que ça a eu une incidence sur moi personnelle. Et ça a orienté complètement ma vie d'adulte. Et toute l'incidence que ça a eu après. Donc, j'aurais voulu avoir moi des professionnels ou un groupe sur lequel aussi m'exprimer ma difficulté, dire que ce que je vis, ça fait partie de ma vie. C'est pas forcément normal, mais ça fait partie de ma vie et je peux continuer à avoir ma vie perso, sociale, de jeune adulte, d'ado, et de continuer à accompagner mon proche et d'avoir un soutien derrière de professionnels de l'éducation nationale, de professeurs, de référents aussi sur qui me poser. Et il y a Jade, il y a aussi la... Et là, c'est beaucoup plus local. Au niveau de Lyon, c'est la Pause Brindille avec Axel Anderlecht. Oui, la Pause Brindille, oui. Qui a mis en place, au fait, tout un groupement de jeunes aidants entre eux pour s'accompagner. Parce qu'on plus d'initiatives comme ça existeront, et mieux ce sera, en fait. Il y a de la place pour tout le monde pour ça, et c'est important qu'on puisse s'aimer. Donc Jade a fait un super travail de fond au niveau régional, accompagnement au niveau de l'éducation nationale. Ça, c'est génial et c'est important. Ça, plus on évoquera ce sujet, moins il sera tabou. Oui, alors Maranta essaye de préciser un peu les chiffres. 17% des lycéens sont de jeunes aidants. Donc ça, on imagine qu'effectivement, on est au-delà des 500 000 du coup. Il serait intéressant de mener des études, ça c'est Hugo Géraud qui dit, il serait intéressant de mener des études sur ce sujet par des vues sur la proportion de chances de connaître un parcours d'aidance toute la vie ou pas quand on est déjà enfant, ado, aidant. Oui, donc sur cette question-là, il y a beaucoup de choses à faire, à imaginer. On en est vraiment au tout début et c'est super que vous en ayez un peu parlé dans le livre. Oui, parce que c'était important. Ça permet de promouvoir le sujet et ça, c'est important. Et moi, être aidant, c'est aussi à l'âge c'est jeune. Hein. Pour moi, c'était à 6 ans. Ben oui, bien sûr. Et là, la dernière réflexion, jeunes aidants, c'est Laure Soulier-Vézine qui dit, jeunes aidants, il peut y avoir un décalage entre les centres d'intérêt avec ses pairs. Ils ont l'impression d'être différents. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et puis, j'aide recherche.parisdescartes.fr, ça je pense que c'est Amaranta sur un site qui doit nous apporter des informations de recherche, en tous les cas universitaires, qui sont disponibles actuellement. Voilà. Donc, voilà, on est beaucoup plus mature quand on est jeune aidant, on est décalé. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet à aborder aussi et qui a son importance. Oui, je pense qu'on pourra faire dans quelques années un proche aidant, un proche jeune aidant pour les nuls. On fera peut-être trouver un autre titre. Dans quelques années, pourquoi pas maintenant. Et quand on aura plus d'infos à donner, quand ce sera peut-être un petit peu plus rentré dans les mœurs, je ne sais pas. En tout cas, ça me semblerait. C'est une réalité, donc. Oui, voilà, tout à fait. Alors, Jean, je vais finir là-dessus. Jean disait que si il devait donner un conseil au président de la République prochain, en 2021, ça vient donc il souhaiterait qu'on nomme un ministre de la simplification, hein, si j'ai bien compris. Hein. Ouais, alors j'ai une liste. Si vous avez une heure, non, mais... je vais vous donner un ministre de la simplification. Qui soit capable, la loi, et on est dans un état de droit, donc tout est régi par la loi dans notre pays, sauf que parfois il faut 30 ans pour changer une loi, donc d'avoir quelqu'un qui soit le MacGyver de l'administration, ça serait génial pour faciliter justement ces transitions. On a depuis 2 ans la possibilité d'avoir une carte d'invalidité à 80% à vie. Ça fait 50 ans qu'elle existe, la carte d'inval.
Oui. Il a fallu du temps, hein. C'est juste une ligne, quoi, hein. Donc peut-être aussi dire les choses franchement. Aujourd'hui, on a 13 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. On en aura 23 d'ici une quinzaine d'années. Il va peut-être falloir à un moment donné la financer, cette perte d'autonomie, ce cinquième risque là qu'on a reporté après les présidentielles. Moi, j'ai toujours évoqué, on a créé donc les MDPH, la CNSA avec le jour de congé, là, le lundi de Pentecôte. Bon, il en reste 13, hein, on a de la marge. Peut-être qu'à un moment donné, on peut aussi se dire qu'on vit dans un pays où bah, la seule façon d'organiser les choses, c'est de le faire collectivement et dans une notion de solidarité nationale. Donc oui, une loi sur le grand âge qui est vraiment de l'ambition et qui permette aux gens de vivre et pas de survivre à domicile et d'avoir des aides. Oui, ça, je pense que c'est important. On n'en a pas beaucoup parlé, on en parle un peu dans le livre, mais la question des auxiliaires de vie. Des accompagnants, alors le nouveau titre c'est AES, je ne sais jamais à quoi ça correspond, mais peu importe, qu'on passe du statut de dame de compagnie ou d'aide ménagère à un statut d'auxiliaire de vie sociale qui a une réelle reconnaissance face à ses autres collègues du social, du médico-social et du sanitaire, parce que c'est quand même eux qui sont là au quotidien pour aider. Donc ça veut dire Castex a annoncé le passage à 22 € de l'aide humaine, c'est bien, c'est un début, mais on est encore très loin de pouvoir accompagner des gens dans ces services de façon qualitative à ce tarif-là, hein. C'est exactement les mêmes enjeux que dans l'accompagnement des aidants. Les aidants professionnels ont des besoins de management qui sont probablement beaucoup plus importants et de formation beaucoup plus importants que d'autres salariés. Donc leur donner un vrai statut. Et puis qu'on arrête de penser que tout ce qui vient de l'industrie peut s'appliquer dans le social, quoi. La concentration, faire des boîtes avec 1500 salariés, pour moi, c'est une partie du problème. À un moment donné, quand on accompagne les gens, on doit le faire en proximité. Tu parlais tout à l'heure de l'Allemagne. En Allemagne, on a des hôpitaux de 40, 50 lits. On n'est pas obligé d'en avoir 300 ou 500, quoi. On est capable de se dire, bon, ben, ça coûtera peut-être plus cher, et encore, je demande à voir. Mais au moins, ça donne du travail sur le bassin de vie et on répartit les choses beaucoup plus territorialement que de fermer tous les hôpitaux. Et le premier qu'on a, il est à 35 km. Donc il y a vraiment un enjeu à se dire, il faut qu'on garde des structures à taille humaine parce que c'est là-dedans que les liens sociaux se développent quand même le plus. Voilà. Et puis, ce qui me tient beaucoup à cœur, et notamment dans les évolutions législatives qui sont en train d'arriver autour de l'habitat inclusif, on parle d'une future aide à la vie partagée qui serait donnée aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, ce qui est plutôt très positif. C'est la première fois qu'on arrive à une prestation qui soit, entre guillemets, convergente. Moi, je préfère être dans une situation de client que dans une situation d'usager. Donc, je préfère payer. C'est-à-dire, je préfère que l'aide publique soit versée aux personnes et qu'ensuite elles choisissent librement leur service pour rester dans cette relation de client-fournisseur, même si c'est pas un joli terme, mais c'est toujours mieux que usager ER ou E accent aigu. Et puis le dernier point, voilà, j'ai écourté un peu ma liste, c'est que voilà, on est dans un pays où on a construit un modèle qui est bipolaire. Il y a l'établissement et il y a le domicile. Peut-être qu'il y a des choses à inventer et l'habitat inclusif en fait partie. En Allemagne, on a 3700 colocations pour les malades d'Alzheimer. En France, aujourd'hui, on a 200 projets réalisés. Le gouvernement veut en faire 600 en 2 ans. C'est un joli vœu pieux. Il faut continuer parce que je pense que c'est un modèle qui peut correspondre à un certain nombre de gens et qui est tout à fait complémentaire à ce qui existe. Voilà, j'arrête là ma diatribe politique, mais voilà, j'avais envie de le dire. Rina, toi aussi, tu as une liste de vœux Alors, j'ai une liste, en fait, je suis une femme de plus, moins politique, plus de terrain, en fait. Hein. Oui. Je dis pas que tu l'es pas, hein, Jean. Tu es les deux. Ce que j'essaye de dire, c'est je voudrais qu'on prescrive, en fait, qu'on sensibilise vraiment les acteurs du secteur médico-social. Les professionnels, les auxiliaires de vie, est-ce qu'être un aidant au quotidien, en fait, c'est quoi leurs besoins qu'on peut aussi, qui a les former, ces professionnels, et qu'ils écoutent vraiment ce que leur
là, ça y est, je commence à fatiguer. Ce que leur disent les aidants sur les besoins de leurs aidés, de leurs proches, qui sont à même aussi de dire, nous, j'ai constaté ça. Est-ce que vous êtes en capacité d'écouter aussi ce vécu-là et d'adapter aussi vos services par rapport à ce vécu-là? Parce que c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Que, par exemple, j'ai vu passer dans les discussions le fait que les professionnels de la santé ne prennent pas en compte les aidants, on est considérés comme des oiseaux de mauvais augure. Il y a à mettre les aidants au cœur même de l'accompagnement dans les structures hospitalières, les prendre en compte en fait, et que les médecins ont à écouter, les infirmiers ont à écouter, et pas prendre ça comme des empêcheurs de tourner en rond, comme dans les EHPAD. Je sais qu'il y a des soignants qui, dès qu'il y a un aidant qui veut s'exprimer sur le bien-être de son proche, on lève les yeux en l'air et puis encore, non, c'est pas possible ça. Donc, ça contribue à se dire qu'il faut se bagarrer davantage et ce serait de faciliter ça, cette relation avec les professionnels. C'est de faciliter l'aspect administratif. Je rejoins complètement Jean. D'avoir une espèce de guichet unique avec un care manager là, attitré. Ce serait génial. Ce serait de sensible. Voilà. Ok, merci donc, beaucoup. En fait, voilà, on est peut-être dans. Voilà, je rejoins ce que dit Jean. Il y aura tellement de choses à dire et surtout, et puis dernière chose, que rendre obligatoire le fait qu'on négocie pour les entreprises quelque chose autour des aidants aussi. Oui, d'accord. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a vu pas mal de choses et je remercie évidemment tous ceux qui nous ont accompagnés ce matin. Trois petits mots de conclusion de ma part, simplement sur les prochains rendez-vous du CCH. Alors, il y en a que je n'ai pas noté ici et Delphine Deprat m'excusera, mais c'est effectivement le 5 octobre au soir à 19h. Il y a une rencontre avec Jean et Marina à la librairie Le Divan qui est à Paris dans le 15e arrondissement. Et vous êtes bien sûr les bienvenus pour participer à cet échange, puis vous les rencontrerez en chair et en os. Ce sera sympa. Le 6 octobre matin, on organise, là c'est le CCH avec d'autres partenaires, Vivre FM, Clésia, Romat, les deuxièmes assises des aidants à la Maison de l'Artisanat à Paris. Vous pouvez toujours vous inscrire. L'inscription est disponible sur le site internet du CCH. Et puis, quelque chose de très nouveau qu'on fait au CCH, et je vous invite aussi à y participer, bien sûr, si le sujet vous intéresse. On a créé au CCH avec un partenaire qui s'appelle Dowino un serious game qui s'appelle The Impact Agency. Alors, c'est un serious game qui porte sur l'épuisement professionnel et la sensibilisation sur le handicap psychique en entreprise. Donc, on va présenter ce nouveau jeu le 18 octobre matin. Les invitations ne sont pas encore parties, mais elles vont partir bientôt. Voilà, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc il sera disponible sur notre site dans quelques jours. Je ne peux pas tout à fait vous préciser la date, mais je pense qu'on fera un petit mail pour informer les gens qui étaient inscrits qu'il est disponible. N'oubliez pas d'acheter Les Proches Aidants, qui est disponible dans les meilleures librairies de France. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre webinaire autour d'un café. Bonne journée à tous. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.